7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Stage de citoyenneté autour du travail dissimulé. Le stage de citoyenneté est proposé aux chefs d'entreprise ayant eu recours au travail dissimulé et à la fraude, à la cotisation sociale. L'objectif est de permettre à ces entrepreneurs d'être face à des experts pour acquérir ou parfaire les bonnes pratiques et les formalités obligatoires et légales dans le domaine salarial. Audrey Luperon, agent socio-judiciaire et travailleur social au SCJE, est au micro de Maxime Morel. Dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites, nous avons ce stage qui est organisé aujourd'hui à destination des chefs d'entreprise qui ont fait du travail dissimulé. Donc le but vraiment de cette journée, c'est pas de refaire leur condamnation puisqu'ils ont déjà été condamnés. Le but vraiment, c'est qu'ils puissent avoir des interventions de qualité. Donc ce matin, on avait le représentant du parquet, la gendarmerie, le service CELTIF, donc la répression des fraudes, Maître Bouzid, qui représente le tribunal mixte du commerce. Cet après-midi, on a l'inspection du travail et l'URSSAF qui explique un petit peu aux chefs d'entreprise quelles sont les démarches à effectuer pour éviter de se retrouver dans une situation de travail dissimulé. C'est obligatoire et donc en fait, c'est comme une chance en fait qu'on leur donne, on leur dit ok, ça peut arriver de se tromper, donc on vous propose de faire cette journée de stage qui est payante à leurs frais, mais en tout cas ils repartent avec des clés. Si ce stage n'est pas effectivement effectué, ils peuvent encourir une amende ou être convoqués devant le tribunal correctionnel et là effectivement la peine peut être plus sévère. On a eu pour l'année dernière 65 justiciables qui ont été condamnés en tout cas à réaliser ce stage. On peut penser que c'est pas des choses c'est pas grand chose. Ça peut être par exemple emploi d'un travailleur étranger sans papier. Ça peut être aussi des personnes qui n'effectuent pas bien les déclarations ou embaucher par exemple l'entraide familiale. Tout le monde pense qu'on a le droit de faire venir sa famille, donner un coup de main et tout ça. En fait, c'est pas légal de faire ça. Donc le but de cette journée, c'est vraiment de leur rappeler toutes ces formalités-là pour éviter de recommettre encore cette infraction. Cette conférence est maintenant à l'Université des Antilles, une conférence qui s'est donc tenue suite à la nouvelle présidence de Donald Trump et sur les incidences de cette présidence sur nos territoires. L'objectif pour les intellectuels et les étudiants en sciences politiques réunis à l'université était de comprendre ces enjeux. Tout de suite, les propos recueillis par Olivier Moradel. Cette rencontre d'aujourd'hui, on a la société civile, on a des acteurs, décideurs politiques, puisque dans l'amphithéâtre, on avait la présence de quelques représentants du monde politique, on a les enseignants, et donc vraiment c'est un moment absolument intéressant. Et nous sommes en janvier 2025, j'espère que sur les autres mois de l'année 2025, on va se retrouver dans une configuration similaire avec d'autres rendez-vous, d'autres débats. Et pour ce qui concerne cette soirée d'aujourd'hui, on a eu des réponses relativement précises, intéressantes sur l'impact probable de la nouvelle donne que représente la présidence américaine assurée par Donald Trump. Et donc, il y a beaucoup de pistes qui ont été abordées. Et moi, je retiens une thématique qui m'interpelle au plus haut. C'est tout ce qui concerne la stratégie de taxation douanière retenue par Donald Trump et qui va impacter fortement les importations qui arrivent aux États-Unis. L'administration Trump, dans son projet 2025, n'a pas en tant que tel de décision, de programme en direction de la Guadeloupe. En revanche, un certain nombre de décisions qui ont été prises ou qui vont être prises peuvent impacter la Guadeloupe et la Caraïbe. En matière d'immigration, par exemple, j'ai rappelé que la politique migratoire pouvait avoir un double effet. Il pouvait y avoir un reflux de population et il pouvait y avoir aussi une mobilisation de population
et malgré tout des avantages à tirer d'une Amérique latine qui se crisperait et qui finalement pourrait se déporter aussi vers la Caraïbe. Ça, c'est la première chose. En matière de lutte contre le changement climatique, le président de l'administration Trump est sorti de l'accord de Paris, ce qui veut dire qu'elle mettra moins de budget pour lutter contre le changement climatique, alors même que nous sommes dans la Caraïbe, dans une zone où on a besoin de réfléchir au changement climatique. Vous connaissez les conséquences qu'ont les cyclones qui sont de plus en plus violents pour nos îles. Autre élément, les droits de douane qui vont exploser. Alors je sais que la question de la vie chère est au cœur de l'actualité guadeloupéenne, mais si les droits de douane qui sont infligés aux Européens augmentent, de facto, nos produits vont encore augmenter. Donc ce sont autant d'éléments qui, sans être directement liés à la Guadeloupe, fléchés vers la Guadeloupe, mais vont impacter l'économie ou la politique sociale de la Guadeloupe ou de la Caraïbe. Et sans transition dans la page santé de notre JT ce soir, cette opération de sensibilisation au sang rare. Objectif de cette opération, reconstituer la base de données des donneurs de sang rare. Une personne de sang rare est une personne dont le groupe sanguin se retrouve chez moins de 4 personnes sur 1000 sur notre territoire. Il est à noter que certains patients ne sont compatibles qu'avec des donneurs de sang rare. Cette opération de don est donc primordiale pour notre population. Reportage signé Vianney Valverde. Cette semaine a pour objectif de collecter un maximum de donneurs et notamment de nouveaux donneurs parce que nous sommes à la recherche de donneurs qui ne se savent pas porteurs d'un sang rare et l'important c'est d'avoir effectivement dans notre base de donneurs des donneurs de sang rare. Pour le coup, la sensibilisation, c'est un sujet que moi j'ai déjà abordé en amont puisque je suis donneuse régulière en fait. Et j'ai la particularité d'être un sang O+. Donc effectivement, je suis donneur universel. D'où l'intérêt en tout cas de donner parce que je sais que pour moi, c'est pas grand-chose. Ça me coûte pas grand-chose. Mon sang, il va se renouveler de toute façon. Et par contre, il y a quelqu'un qui à côté en a besoin et qui, je l'espère, effectivement, c'est peut-être une vie de sauvée ou en tout cas un accompagnement meilleur, donc c'est essentiel et moi en tant que personne ça me coûte pas grand chose, sincèrement c'est une demi-heure et en plus à la sortie ils nous donnent des sandwichs. Un donneur de sang rare c'est une personne qui a un groupe sanguin que l'on retrouve pas fréquemment dans la population. Généralement on définit un sang rare à une fréquence de moins de 4 pour 1000 personnes, c'est-à-dire que moins de 4 personnes pour 1000 présentent ce groupe sanguin. Alors pourquoi ils sont recherchés ? Ils sont recherchés parce que nous avons des patients qui ont besoin de transfusion, qui peuvent aussi avoir ce sang rare et qui ne sont compatibles qu'avec des donneurs de sang rare. C'est absolument pas plus douloureux qu'une prise de sang classique, d'autant qu'en plus ils ont l'habitude de ça. Et, moi je sais que personnellement j'ai peur des aiguilles, mais à chaque fois que je viens, je leur dis. Et du coup, ils font une petite plaisanterie, ils détournent l'attention et vous ne le sentez pas en toute sincérité. C'est une appréhension plus qu'une douleur réelle. La moitié des produits sanguins qui sont transfusés sur la Guadeloupe viennent de l'Hexagone. Et pourquoi viennent-ils de l'Hexagone ? Eh bien parce que nous n'avons pas assez de donneurs sur la Guadeloupe. Le nombre de prélèvements que nous faisons sur la Guadeloupe n'est pas suffisant. Pourtant, avec 380 000 personnes qui habitent sur l'île, nous avons une population qui est suffisante pour être autonome en produits sanguins. C'est l'un des plus grands points de promotion pour le don du sang, c'est qu'une poche de sang peut sauver 3 vies. Donc ça aide un maximum de personnes. Donc il suffit qu'on soit 10 personnes à donner le sang, on a sauvé 30 vies. Donc à l'échelle de toute la Guadeloupe, le nombre est énorme, et même à l'échelle de la France. Donc il ne faut pas hésiter justement et il faut donner, dès qu'on peut donner, il faut donner. Et toujours dans cette optique de sensibilisation, une opération avait lieu devant le stade de Capesterre-Belle-Eau par la CGTG dans le cadre de la dénonciation de l'empoisonnement au chlordécone. Une manière pour le syndicat de poursuivre donc la sensibilisation sur cette problématique et sur l'indemnisation également des ouvriers agricoles. Jean-Marie Nomertin s'est exprimé au micro de Michel Depape. Nous devons au stade Capesterre parce que nous prenons décision depuis des mois
de crier à un rassemblement au niveau à syndicat Banane. Mais il s'avère que donc chaque lundi, nous avons fait permanence syndicale en nous et ni des camarades qui étaient avec nous qui pas là, ni ça qui malade et qui viennent de plus en plus faible, et ni ça qui pas malade au monde de parler avec eux, mais qui tombent malade avec les différentes conséquences à empoisonnement au chlordécone. Et c'est ça qu'elle ne peut pas admettre, c'est qui gens en produit, en poison, ils mettent en vente. Alors ils savent que c'est un poison qui fait des dégâts, qui a continué à faire des dégâts, il a parlé plus tard 7 siècles de dégâts qu'il fait. Et nous avons un juge qui a classé sans suite la fleur, nous avons un appel, les réquisitions qui prennent ces mêmes bitins là, et nous avons surtout que tel là empoisonné, la décontamination existait, mais il n'y a pas qu'à mettre en place, pour être tout coûter cher. Mais nous avons dit, laissez la guerre pour vendre bombe, pour livrer bombe, il n'est pas cher, mais laissez pour la population, il est cher. Nous avons dit, il faut indemniser, bien entendu les ouvriers à l'école, mais tout le monde. Tout le monde parce que nous sortis, vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres, eh bien tout simplement, à Goubert, ils ont fait un prélèvement de l'eau là, le 26 décembre 2024. Et ne voilà-t-il pas, c'est que le 4 janvier 2025, il dit, ne pas consommer de l'eau. Mais on a fait biveille, on a fait tout ça, il y avait parce qu'on a pensé qu'il y a potable. Alors que nous savons que pas de l'eau potable en Guadeloupe, au moment où nous avons parlé, et avant ou après, contamination forte au chlordécone. Et par rapport à ça, c'est pour ça nous mobiliser. De dire que fait, il prend en compte décision à eux d'empoisonner les gens. Et volontairement, nous avons répété. Et pour terminer, sans cas dit, ni des commissions d'information et parlementaires, ni des commissions d'enquête parlementaires, ils ont toutes démontré que c'était un butin qui était décidé en haut lieu. Et nous avons dit qu'il faut payer, c'est mon à payer de propres fonds à eux. Pas pour l'argent pour nous payer, mais de propres fonds à eux pour payer. Si patrimoine, c'est tout bien réuni et mettre l'argent. Et restons sur la commune de Capesterre-Belle-Eau avec le forum des associations. Il s'est tenu au quartier des Flamboyants ce matin, où ce forum avec un ensemble des partenaires qui a rencontré les présidents d'associations et leur conseil d'administration afin de leur exposer les aides à disposition ainsi que les dispositifs d'accompagnement et de soutien au bénévolat. Un reportage signé Michel Depape. Ce matin, nous sommes à la maison de quartier des Flamboyants, puisque la ville de Capesterre-Belle-Eau a souhaité organiser un forum des associations en partenariat avec le conseil départemental, la DRAGES, Pôle emploi, le SDIS, en fait avec plein de partenaires pour pouvoir venir à la rencontre donc, des présidents d'associations et de leur conseil d'administration pour leur expliquer les aides auxquelles ils sont éligibles pour parfaire donc, leur programmation, donc sur les activités qu'ils mettent en place tout au long de l'année, faire un point sur la réglementation qui a encore évolué. En gros, que nous puissions en un seul lieu, là aujourd'hui, avec l'ensemble donc du dispositif en soutien donc, au bénévolat, leur expliquer comment facilement monter le dispositif. Nous avons eu une augmentation dans la création d'associations et que ces associations sont très demandeurs de manifestations. Ils sont tous en ébullition. On a une forme d'ébullition collective qui fait que il nous a paru nécessaire de structurer leurs demandes et c'est en cela que aujourd'hui nous mettons en place de vrais documents, de vrais imprimés pour qu'ils puissent pour nous faire le lien avec nous afin que nous puissions étudier leur dossier le plus rapidement possible. On s'occupe de l'action sportive et culturelle sur le territoire. C'est un territoire très dynamique. On l'a vu à la période de Noël et là on va le voir pour le carnaval parce qu'on prépare avec les associations une très grosse manifestation carnavalesque. Donc on vous donne déjà rendez-vous le 21, le 22 et le 23 à Capesterre parce que c'est là qu'il faudra être. Et puis Capesterre, il y a toujours des manifestations. Les associations sont vraiment très actives et on les remercie pour ça. Et nous sommes la direction qui accompagne justement cette action sur le territoire, qui la sécurise et la ville est à la disposition des associations. Voilà. Nous venons donc d'évoquer la dynamique donc avec le soutien du conseil départemental pour la mise à disposition donc de 5 services civiques par association.
c'est encore une réponse que nous tenons à porter pour pouvoir renforcer le travail qui est fait par ces bénévoles sur l'ensemble du territoire, mais surtout que nous puissions aussi porter une réponse à cette population qui est en quête d'emploi, alors qu'il y a un savoir-faire, une expertise qui existe au sein des associations. Et aujourd'hui a également eu lieu le lancement du festival itinérant du film animé de Guadeloupe. Le lancement de ce festival a donc eu lieu ce matin. Il se déroulera en 12 étapes sur tout le territoire de la Guadeloupe. L'objectif, sensibiliser les enfants et le grand public à la problématique des zones humides et à la préservation de celles-ci, le tout via la projection de films animés. Une façon ludique et pédagogique de s'intéresser aux problématiques sur notre territoire. Un reportage signé Maxime Morel. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du festival itinérant du film animé de Guadeloupe. Et nous avons l'honneur de débuter cette manifestation dans la mesure où Boeco a déjà travaillé avec l'association Jeux de la Nature qui est à l'initiative de ce beau projet. Il s'agit d'un film d'animation, d'une série de films d'animation qui sont projetés à destination des scolaires et qui leur permettent de découvrir les différents milieux humides de Guadeloupe. Ça les parle beaucoup plus qu'un simple documentaire. Là, on leur apprend énormément de choses sur les zones humides à travers des images simples qui les parlent en fait. Parce que les petits personnages, c'est vrai que ça parle beaucoup plus aux enfants qu'un simple documentaire où on verra des images de la nature. Vous avez vu par vous-même comment ils étaient captivés. Et je dis non seulement les enfants, mais je vais dire le plus grand nombre, toute la population, parce que je pense que nous sommes tous concernés par ces enjeux. Ils sont plus réactifs que nous et plus sensibles à certaines questions environnementales. Donc à travers eux se fait également l'éducation entre guillemets des parents, parce que c'est eux qui leur parleront de ce qu'ils ont fait à l'école et de ce qu'ils ont appris, de ces milieux humides qui sont si nécessaires et si fragiles. Je crois que c'est essentiel à cette époque où l'environnement est en difficulté, où il y a toute espèce de problèmes, inondations, changement climatique, tout ce qu'il y a comme difficulté, quoi. Parlons maintenant rhum et gastronomie avec la deuxième édition du Caribbean Rum and Festival Food. Afin de favoriser et de célébrer le rhum sur notre territoire, les organisateurs de cet événement ont décidé d'adapter ce concept mondial à la Guadeloupe en créant un festival autour du rhum et de la gastronomie. Reportage et dégustation réalisés par Michel Depape. L'idée, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un concept qui existe depuis plusieurs années en métropole. Et en fait, moi en tant que employé d'une distillerie de rhum qui représente cette marque et qui se déplace dans le monde entier, je me suis rendu compte qu'on célèbre le rhum partout, sauf chez nous. Et qu'on est obligé de faire 8000 km pour aller à Paris, pour aller à un festival du rhum. Donc on a décidé de ramener ce concept chez nous pour célébrer le rhum, mais en plus de rajouter une touche caribéenne en l'associant à la gastronomie. On le sait, le rhum prend de plus en plus de valeur et la gastronomie peut s'associer avec du rhum. Donc on a décidé d'amener des chefs, d'amener de la gastronomie présente pour pouvoir l'associer avec du rhum en plus. Audace Spicy, tout simplement parce que audacieux, et nous faisons un spice de qualité premium, et donc nous faisons les choses audacieusement. Notre matière première vient exclusivement de la Guadeloupe. On a un seul produit qui est importé et qui vient de la Jamaïque, donc on reste quand même dans le bassin caribéen. Ce sont des gombos croquants que nous faisons effectivement, donc ce sont des apéritifs locaux. Vous verrez donc le gombo que l'on connaît déjà, mais sous une autre forme. Voilà, nous avons décidé de les créer et de les préparer donc à la façon des cornichons. Vous pouvez les déguster du coup, tout comme les cornichons, que ce soit avec peut-être du saucisson, du fromage, etc. Mais également dans des burgers, puisque ça se fait également. Là, on est déjà sur la deuxième édition. L'objectif, c'est justement de pérenniser ça, de continuer à le faire grossir, parce que c'est pas compliqué. En Guadeloupe, tout le monde aime le rhum, tout le monde aime la bonne nourriture. Donc, on peut que grandir. Donc, bien évidemment, on va continuer au fur et à mesure. Cette année, on a changé. On est à Sainte-Rose, Orange du Comté, pour quelque chose d'un petit peu plus grand. Et peut-être, l'idée, c'est de pérenniser ici et on verra comment on pourra continuer à grandir. Vous aurez noté qu'il s'agissait bien du Caribbean
Du Caribbean, Rum and Food Festival. Voilà pour la correction. Sans transition, maintenant, les gamers, comprenez les adeptes et passionnés de jeux vidéo, étaient réunis à la salle Robert Loison du Moule pour le Moule Gaming Cup Road to Saint Lucia, une compétition de jeux vidéo qui permettra aux plus talentueux de partir, donc représenter les couleurs de la Guadeloupe à Sainte-Lucie au mois de mars. Les jeux vidéo comme pratique sportive, une fabuleuse occasion de créer du lien social entre tous ces passionnés. Les images du plus gamer de notre rédaction, Michel Depape. Aujourd'hui, un grand jour, une compétition qui s'appelle Moule Gaming Cup Road to Saint Lucia. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce tournoi qui est autant pour la gente féminine que les hommes, on a voulu un tournoi inclusif, va permettre de qualifier les meilleurs représentants de Guadeloupe, autant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes, pour partir représenter le pays à la fin du mois de mars à Sainte-Lucie. On travaille avec Julia Games depuis un moment pour voir comment on peut faire régulièrement dans la salle de cinéma, la salle Robert Loison, des compétitions, des rencontres, parce que ça peut être sain, évidemment. Il y en a qui disent que les jeux vidéo, il y a l'aspect addictif, mais en même temps, n'oublions pas que les salles de spectacle, ça remplit une fonction sociale qui est de vivre ensemble et de partager ensemble. Donc là, au moins, au lieu qu'ils restent tout seuls dans leur maison, dans leur chambre, il y a une vie sociale qui est créée et c'est cette vie sociale qui nous intéresse et cette vie socioculturelle, en espérant plus tard, et il y a déjà des gens qui sont sur des partenariats qui peuvent être possibles, qu'on va passer de la compétition à la création. Il faut savoir que je suis gameuse depuis toute petite, donc avec mon frère on jouait tout le temps à la Xbox à la maison et comme je suis créatrice de manga, je suis un petit peu mélangée dans la pop culture. Du coup, j'aime beaucoup les jeux, j'aime beaucoup les mangas et j'aime les deux. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'inscrire pour pouvoir participer parce que je vois que la Giga Games met les femmes en avant. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc, je suis là pour ça. L'industrie de l'e-sport, maintenant, dépasse celle du cinéma pour beaucoup et permet, en fait, d'avoir une fierté au niveau des territoires au même titre que les sports. C'est-à-dire qu'on est fier, par exemple, quand Teddy Riner, quand d'autres comme Marie-Jo représente le pays Guadeloupe avec le drapeau, on est tout aussi fiers maintenant avec l'e-sport d'avoir nos talents qui font briller les couleurs de la Guadeloupe et ça fait plaisir à la population, aux parents, aux supporters de faire briller les couleurs du pays aussi à travers le sport. Et sans transition, la ville de Bémao, par le biais de la municipalité, donc Madame le maire, Madame Hélène Polifonte, a adressé ses vœux 2025 aux associations. Lors de cette cérémonie, la volonté était de saluer et d'encourager l'engagement des associations du territoire. Un reportage signé Vianney Valverde. Il s'agit de pouvoir honorer nos associations et c'est une chose importante pour la collectivité, mes élus et moi-même. Pourquoi? Parce que ce sont des bénévoles, ce sont des personnes qui sont engagées aux côtés de nos populations, aux côtés de nos personnes âgées, mais aussi aux côtés de nos jeunes. Ce sont des personnes qui sont bénévoles, qui font preuve d'altruisme, d'enthousiasme. Ce sont des personnes qui sont hautement engagées et qui n'attendent rien en retour. Et donc, il était essentiel pour nous de pouvoir les mettre à l'honneur. Nous sommes une association sportive, donc pour le lien social, donc dans un premier temps, il y a l'aspect sportif, compétition, mais avant tout, donc le sport et d'une manière générale, les associations, mais moi je vais parler pour le football. Donc, c'est un vecteur d'intégration pour nos jeunes footballeurs donc, qui intègrent le club depuis l'école de foot. Et donc, nous faisons l'effort de les former, pas pour être footballeurs simplement, mais aussi pour être les hommes de demain. Si nous avons des quartiers qui sont animés, le bourg, la campagne, eh bien c'est grâce, je dirais, à ces bénévoles, grâce à leur engagement. Je le disais tout à l'heure, grâce à leur enthousiasme. Et ça, c'est une chose importante. Donc, c'est un moment incontournable pour nous, cette collectivité. Nous n'avons pas pu le faire pendant 2 années à raison du Covid, mais on se fait vraiment un plaisir de pouvoir les recevoir et leur dire merci. C'est ça, surtout leur dire merci. Nous avons toujours pu compter sur
et les moyens mis à notre disposition par la ville. Et donc, je profite de cette occasion pour remercier le maire et l'ensemble de son conseil municipal pour nous aider à avoir un peu plus de ressources pour pouvoir permettre à notre club de briller. Invitée de notre JT ce soir, Madame Francesca Potriva a reçu un hommage de sa ville natale des Abîmes, une formidable occasion de partager la joie et de se rappeler des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'entraide, mais par-dessus tout de l'amour. Alors en ce début d'année 2025, souhaitons-lui de nombreuses années de vie en santé. Elle était au micro, tout en forme, de Vianney Valverde. Je souhaite un joyeux anniversaire et toutes les personnes qui sont à côté de nous aussi. Merci. Qu'est-ce que tu dis à monsieur le maire? Je dis à monsieur le maire, continuez de nous traiter bien comme il fait. Prévoir aux autres, surtout les vieillards. Mais c'est bien. Madame Potriva, elle est la doyenne de la ville des Abîmes. Donc aujourd'hui, nous la fêtons bien comme il faut. Et nous pensons qu'elle sera encore là l'année prochaine et dans les années à venir pour être vraiment une grande doyenne. Pour elle, si elle part demain, elle ne partira pas en peine, elle partira avec joie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Et c'est ce qui est important. Ce qui est plus important dans la vie, c'est de s'aimer, de s'entraider, de ne pas voir ma vie, moi. Il faut mettre ça de côté et avancer avec tout le monde. Dites-vous bien qu'à la ville des Abîmes, nous avons au moins 6 000 seniors. Et nous faisons, la semaine dernière, c'était la fête des seniors. Nous sortons avec nos seniors. Nous allons en voyage avec nos seniors. Donc nous aimons cette jeunesse-là, qui se perd d'ailleurs. Mais nous aimons nos seniors. Et la chose, moi je demande pour elle beaucoup de force, de santé. Voilà, que Dieu peut restaurer son corps. Si Dieu pense à lui faire rester l'année prochaine encore, Dieu va s'occuper, va l'équiper, moi je pense. On vivait bien. On était malheureux, mais on vivait bien. Il y avait beaucoup d'amour à cette époque. Beaucoup d'amour, tout le monde, c'est vrai. Et en cette période carnavalesque, refermons donc cette édition de votre JT quotidien avec ces images du Massemblage de Sainte-Anne, un moment de communion et de liesse populaire lors de la parade nocturne qui a vu défiler les carnavaliers sur l'une des plus belles promenades de notre Guadeloupe. Je vous laisse apprécier ces images et je vous dis à demain pour votre JT et votre focus sur les antennes de Canal 10 Télévision. O News Radio sur outremernews.fr.